Bonjour, c'est Romain Bédouc, bienvenue dans 100% PSG, la tribune, le podcast débat de France Bleu Paris. On n'est pas bien là, petite trêve internationale, on se balade dans Paris, on prend du temps pour soi, on redécouvre notre famille. On prend des nouvelles de nos amis. Tout ça parce que le Paris Saint-Germain nous quitte pendant 15 jours. Bon, je dis ça comme si c'était nouveau alors que c'est la troisième trêve depuis la rentrée, depuis le début de l'année. J'en peux plus. Mesdames, messieurs, des instances, c'est bon. On les voit assez, nos proches. C'est bon. Arrêtez de nous mettre des trêves tous les 4 matins. Ça profite qu'à une seule personne, ces trucs-là, Bruno Salomon, qui pose tous ses congés à chaque fois. Et à ce moment-là, c'est moi qui dois reprendre le bébé. Je rigole, je t'embrasse, Bruno. En plus, je suis mauvaise langue parce que miracle, hier, on a eu un match hyper intéressant de la part de l'équipe de France. Taper les Italiens, c'est toujours sympa, les taper chez eux, c'est encore mieux. Et puis le fait que les Bleus jouent le dimanche, ça veut aussi dire qu'on va retrouver nos joueurs au Paris Saint-Germain assez rapidement. Et tant mieux aussi parce qu'il y a une échéance importante ici la semaine prochaine à Munich. Entre-temps, on a nous aussi nos débats à faire. On va profiter aujourd'hui pour prendre un peu plus de recul sur l'actualité et parler en profondeur de sujets passionnants. 100% PSG, la tribune, c'est parti. 100% PSG, la tribune. Au programme de 100% PSG, la tribune, on va faire un petit j'aime pas sur les Parisiens de la trêve. Qui vous avez aimé, qui vous avez pas trop aimé. On va parler du campus PSG aujourd'hui qui va être inauguré officiellement cette semaine. Quel cap fait-il passer au Paris Saint-Germain sportivement et économiquement? Vous allez voir, il y a des choses intéressantes à dire. On va revenir sur le documentaire sur Luis Enrique. Vous ne pouvez pas comprendre, on l'a tous vu. On va essayer de pas tout vous spoiler, mais je demanderai aux chroniqueurs s'ils voient notre coach autrement après la vision de ce documentaire. Et puis on reviendra sur les mots de Randal Kolo Muani hier chez nos confrères de Téléfoot sur TF1. Notre Randal qui n'envisage pas de partir du Paris Saint-Germain cet hiver. Ça tombe pas ouf parce que nous oui Randal, voilà. Le PSG doit-il se séparer de Kolo Muani cet hiver? Réponse dans cette émission. Menu déroulé, présentation de l'équipe. 100% PSG, la tribune. Qui compose la tribune du jour? Ceux qui bravent les températures de plus en plus fraîches pour venir parler foot le lundi matin avec moi. Émilie Ross, consultante en communication. Salut Émilie. Salut Romain, ça va? Ça va? On est bien là. Impeccable là? Il fait bon là, on est bien. Ouais, on est bien, c'est lundi, voilà, il fait chaud dans le studio. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Chaleur de trêve. Ouais. J'adore parce qu'à chaque fois qu'Émilie vient, elle nous dit non, mais vous savez moi avant 9h. Mais t'as vu, je l'ai pas dit là. Tu l'as pas dit Et encore à pour moi, l'antenne. c'est l'aube. Mais tu nous l'as dit tout à l'heure. Mais bien sûr, je suis Là, obligée. il est 10h11, Émilie est réveillée, Émilie est apaisée. Oui. Maman, tout va bien, c'est Émilie est ravie possible. d'être là. Ah bah tiens, Alexandre Oui, Avalo, oh là là, bonjour, oh du là, Parisien. oui. Ça va Ça m'arrive, ça va, comme un lundi. Ouais, comme un lundi. Comme un lundi. J'adore Il a 100 ans. cette expression. J'aime moi aussi. Comme un lundi. Mais comme un lundi. Alors, parenthèse, le titre d'un film très sympa que j'ai vu il y a pas longtemps sur MyCanal. Voilà, Pour moi, comme un lundi, c'est Garfield, mais après. Ouais, mais- écoutez, si vous avez. Moi j'aurais dit un peu OSS de film. 117, mais. Ouais, 77, oui. Bienvenue oui. sur France Culture. Voilà. Voilà, on est parti sur le podcast France Culture. Actuellement, est-ce que le cinéma n'est pas une réinvention de la psyché de l'homme? Je veux dire. Parlons ça. Le PSG joue pas, donc parlons de ça. Voilà. Et puis avec nous dans la tribune, aujourd'hui, vous l'avez entendu aussi, économiste du sport. Son avis va nous éclairer, notamment sur les perspectives du campus PSG. Pierre Rondeau est avec nous. Salut Pierre. Salut à tous et à tous. Ça va bien? Ça va très bien. Écoute, moi, le matin, 10h12, on va dire que ça fait 4 heures que je suis réveillé. Donc je suis. Déjà vécu une Parce que tu es en matinale sur une radio concurrente ça, en même temps, Voilà, c'est donc vrai. je peux me permettre d'être assez vif et éveillé. Je trouve qu'il fait pas super froid. On est au ça mois de va. novembre et Ça ça va. va. Je me donne une petite laine. Donc écoute, ça va très bien, motivé pour ce podcast. Ben, c'est bien, ça va être intéressant. Vous allez voir, il y a des trucs sympas à dire aujourd'hui. On commence avec le j'aime pas. Tiens, qui va commencer? Émilie. Oui. Tiens, vas-y. Parce que t'es un peu bougonne aujourd'hui. Pas trop. Non mais c'est le match de la semaine là, le Barcola. Non mais il m'a fait de la peine Barcola parce qu'il était atteint du syndrome de Kolo Muani. C'est-à-dire un manque de lucidité, un manque de réussite. Il bégayait sur ses ballons et je l'avais peu vu comme ça. Donc là, tu parles du match face à Israël qui Tout à était fait. jeudi. Hein. Ouais. Bon, Et même sa rentrée hier, elle est pas folle. non. c'était pas ouf, mais là vraiment, je me suis dit mais mince, qu'est-ce qui t'arrive? Et ça veut dire que potentiellement ça se file ce virus-là. Donc faites attention à vous. Manque de lucidité, manque de réussite et bégaiement. Attention, ça va vite. Ouais. Donc ouais, j'ai pas aimé la phase de Barcola parce que j'ai peur que ça déteigne en fait par la suite pour le club. Bradley Barcola, c'est vrai qu'il n'a pas été grandiose Alors, hier non plus en rentrant. alors, C'est-à-dire oui. que s'il n'y a pas un arrêt de Mike Maignan à la dernière minute, Ouais, on va très vite voir Bradley Barcola. Effectivement, son entrée hier, elle est particulièrement catastrophique. Bon, après, voilà, il rentre
en fin de match comme ça, sur une trêve où même si le match hier était assez plaisant, tu sens que les mecs jouent pas non plus avec le pied au plancher, quoi. Après, oui, moi son match contre Israël, alors au même titre que tous les autres joueurs, a pas Oui, été oui, bon. oui. Maintenant, c'est vrai que moi, en fait, avec Barcola, je suis un petit peu partagé dans la mesure où je trouve que limite sa grande efficacité, et sa grande lucidité devant le but depuis le début de saison, limite c'est de la surperformance par rapport à ce qu'il proposait notamment la saison dernière. C'est un joueur qui est encore en construction, qui a encore besoin de se faire vraiment des références au très très haut niveau. Il va en passer par des matchs comme ça. Voilà, ça reste on était habitué à avoir un extraterrestre, voire deux, voire trois en attaque ces dernières saisons. Là, on a un joueur qui est humain, qui a des faiblesses. Et là, Ça fait normalement, partie il de pouvait son- être l'éclair de génie. Tu sais, c'est lui Ouais, qui va, mais tu vois, il va c'est- te faire lever en disant, ah bah voilà la solution. Il est de Et plus en là, plus prévisible. pas du tout, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est un peu comme on voit la différence entre le Barcola de la Ligue 1 et le Barcola de la Ligue des Champions. Il y a toujours un espèce de step qu'il faut passer. Et puis en sélection, tu vois, on a effectivement des joueurs qui sont des très bons joueurs en club. Marcus Thuram, par exemple, qui marque but sur but à l'Inter Milan, qui pèse pas vraiment sur le jeu non plus en équipe de France. Là, tu vois, Barcola, c'est un peu pareil. Mais bon, moi, encore une fois, ça va prendre. Et puis voilà. Mais oui, son match contre Israël était mauvais, comme ils ont été tous mauvais. Et surtout, moi, c'est son entrée hier qui m'a un peu plus chagriné, quoi. Pierre, est-ce qu'on est trop exigeant avec Barcola? Est-ce qu'on en attend trop? Je pense qu'on est trop exigeant avec tous les joueurs de l'équipe de France parce qu'il s'avère que c'est un match de l'équipe de France. Donc on s'imagine que les meilleurs joueurs français ont le devoir de faire briller le maillot de l'équipe de France. Après, ça a été dit, que ce soit Barcola, Thuram et tous les autres, tous les joueurs ont été mauvais. C'est aussi l'équipe de France qui, en soi, provoque cette contamination, cette contagion sur tout l'effectif. Alors le trop de matchs, tu en as parlé aussi, c'est la 3e trêve sur cette fin d'année. On a beaucoup trop de matchs, cette Ligue des Nations qui n'intéresse personne. Ce jeu aussi déployé par les Bleus avec Deschamps, on pourra en parler, même si c'est pas le PSG, mais Didier Deschamps, c'est vrai que tu es un sélectionneur qui, pour moi, ce n'est que mon avis, mais a fait son temps. Après 12 ans à la tête de l'équipe de France, ça fait même 12 ans d'ailleurs, malgré notre titre de champion du monde et vice-champion du monde, qui n'a pas déployé l'un des plus beaux jeux de l'histoire des Bleus. Donc voilà, quand on parle de Barcola ou d'autres qui ont été mauvais et que ça puisse jouer sur se propager à d'autres, c'est surtout essentiellement, selon moi, le cadre de l'équipe de France. Cadre collectif. Le cadre collectif. Deschamps n'a pas réussi depuis 12 ans à apporter cette espèce d'étincelle dans le jeu des Bleus. Alors après, d'un point de vue très pragmatique, on s'est qualifié. On a fini premier. On a fini premier. On est ancien champion du monde, vice-champion du Mais monde. c'est peut-être ça aussi, on vit avec une nostalgie, nous. Oui, ou suiveurs, alors on vit avec la on nostalgie a ce raisonnement très de pragmatique. 2018, on vit sur 2022 une finale. Enfin, tu vois, on reste, je pense, dans Oui, des mais on est sur souvenirs. ce raisonnement très, je dirais, très utilitariste de dire que ce qui va compter, c'est le résultat. Comme on pourrait le dire autrefois, l'essentiel, c'est les 3 points. On a mal joué, les joueurs sont mauvais, on était totalement éteints. Je parle même pas du match contre Israël qui était catastrophique, qui était cataclysmique. Mais voilà, tu l'as dit, on est sur ses acquis, sur le palmarès des Bleus et de Deschamps, qui, oui, de fait, est le plus grand sélectionneur de l'histoire des Bleus. Sauf que ça date. Sauf que ça date, Ouais. mais surtout que même, j'ai envie de te dire, même à l'époque de 2018, le jeu était nul. Ah oui, ça c'est clair. Mais on se mais, consolait avec un prix, ouais. une victoire et Exactement. au final, exactement. Et puis, en Sauf vrai, que là, on n'arrive plus à se consoler de rien. Mais après, en vrai, pour rebondir sur ce que tu disais, Pierre, moi, c'est ça que je me faisais une réflexion pendant cette trêve, c'est-à-dire que faut aussi garder à l'esprit que on a eu quand même depuis 3 ans, on va dire, un changement complet de génération dans cette Oui. équipe de France. T'as perdu des mecs comme Lloris, comme Varane, comme Umtiti, comme les Pogba, cadres, ouais. comme Giroud, comme Griezmann, tous les cadres, mais alors qui étaient non seulement des cadres, certes, mais surtout des très grands joueurs de sélection. Et ça, moi, je fais vraiment une distinction énorme entre ce que peut être un très grand joueur en club et ce que peut être un très grand joueur en sélection. Là, pour l'instant, c'est vrai que moi, cette équipe de France-là, il y a beaucoup de talent. Je pense qu'on n'a pas foncièrement perdu en talent. Il y a des mecs, il y a des joueurs qui font partie des meilleurs de leur génération, mais ils doivent encore devenir des grands joueurs de l'équipe de France. Et ça, pour l'instant, c'est pas le cas. Et ils vont devoir. Après, voilà, là où je me rassure entre guillemets, c'est que la prochaine compétition, c'est 2026. Il y a encore 1 an et demi pour vraiment forger cette équipe-là. Mais il va falloir que ces mecs-là, les Konaté, les Koundé, les Chouameni, les Thuram, Mais les tu vois, tous ceux que Colomwani, tu les cites là- Nkunku, etc., deviennent des Ouais, vrais leaders de mais vraies nous, sélections. Pour nos joueurs parisiens, je trouve que du coup, l'équipe de France les met absolument pas en valeur. Le seul que ça aidait un peu, c'était Colomwani pendant un temps. Là, en l'occurrence, cette rêve lui a pas servi. Oui. Et je trouve que si tu Mais sur le reste de l'année, t'opposes vraiment au club du Paris Saint-Germain,
finalement, c'est pas ouf parce que nos joueurs n'explosent pas. Alors, et juste Pierre, tu parlais de spectacle et d'amour peut-être qu'on peut avoir en tant que suiveur et supporter des Bleus. Les audiences télé sont tombées hier. 5 136 000 spectateurs. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Parce qu'on parle d'Italie-France quand même. Contre Israël, c'était 4,7. Exactement. Entre 7 et 5 millions. Et le rugby a fait 7 millions. 7 voilà, millions. je fais la comparaison avec l'Ovalie, Oui, forcément. Le rugby qui c'était fait 7 Franco-Zélande. millions 3 et le lendemain, il y a Italie-France. Mais En un foot, samedi soir c'était contre les Franco-Zélande. Blacks, on sait que Ouais. c'est aussi du show. Bon, après, Ouais. en part d'audience, c'est 38% pour le rugby, 24% pour les Bleus hier. Après sur les audiences, vraiment j'insiste sur ce que disait Pierre tout à l'heure, c'est la 3e trêve en 3 mois. À un moment donné, Italie-France quand même, les ouais, copains. mais bien, c'est hein. en fait Ligue des c'est Nations, trop de Romain. en fait En Ligue des c'est Nations, des- à un moment donné, il y a un peu France-Nouvelle-Zélande, c'est un amical. Oui, mais c'est alors c'est Ah, un oui, test mais match. c'est du show. C'est Nouvelle-Zélande, c'est la meilleure équipe du monde de l'histoire du rugby. Si tu veux voir les c'est Blacks, du c'est show. là. Ouais. C'est un samedi soir. Après, on peut en parler, mais je trouve que la mise en scène du match de la rugby prod a a été été magnifique. magnifique. Mmh. Donc, de fait, ça a attiré sûrement des gens qui n'avaient pas l'habitude de regarder du rugby. Oui, donc si on fait la comparaison que je n'aime pas et que je ne supporte plus moi aujourd'hui, mais si on fait cette comparaison, le rugby a fait plus parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont découvert, qui ont voulu regarder par effet de curiosité ce qu'était ce match. La France-Italie. 3e trêve, on l'a déjà eu en septembre, le match contre l'Italie, on commence à être habitué. Il y a un trop-plein, je pense, aujourd'hui, le match des Bleus. Peut-être, ça Et puis, s'explique. il y a une méconnaissance de la Ligue des Nations. Quand tu la gagnes, c'est cool, mais moi, fais le pour moi, tour, tu pour moi, il y a vois, un procès qui est interroge fait à la autour de Ligue des toi pour Nations. savoir la Ouais. Ligue des Nations. Moi, ça vous je- dit quoi? Moi, je dois être un des rares défenseurs de la Ligue des Nations. Parce qu'en gros, pour moi, la Ligue des Nations a le niveau que les équipes veulent lui donner. C'est-à-dire que tu as une suis possibilité d'avoir Mm. des affiches de dingue. Tu peux avoir des super matchs. Et après, c'est ce que les équipes veulent en faire. France-Italie, tu as le vainqueur de l'Euro en 2021, tu as un vice-champion du monde, bah, tu as de quoi normalement t'amuser, tu vois, tu as de quoi faire. Non, mais tu vois, Sauf que si tu mets une équipe 1 bis, tu t'es pas forcément. ouais, mais Tu donnes pas envie de regarder, quoi. Typiquement, c'est qu'on on parlait, et tu vois, même on parlait de l'abondance de matchs. Là, ils nous ont rajouté des quarts de finale de Ligue des Nations. Avant, c'était direct les demi. Genre, a-t-on vraiment besoin de quarts de finale de Ligue des Nations? C'est un tournoi amical, Alors, en vrai. moi, je trouve C'est ça sportivement intéressant d'avoir deux nations qui vont s'affronter en 4 jours avec l'aller-retour, le truc comme ça. Tu vois. Est-ce que tu as un jeu magnifique sur ce quart de Ah bah non, finale? ouais, c'est sûr. C'est à ça tu rajoutes que c'est Mais non, mais de toute façon, il y a toujours un truc, supposément ce sera les meilleurs joueurs du monde sur le terrain, donc théoriquement ils seront en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, on va te rajouter des playoffs en février. Tu auras encore plus de matchs, tu auras la Coupe du Monde des clubs au mois de juin-juillet prochain. Au bout d'un moment, je pense que le joueur va se dire tiens, je vais aller chez les Bleus, je vais aller en sélection, je vais pas me donner à fond. Contrairement au rugby, où comme tu as mis au maximum un match par semaine, voire moins, il a le temps de pouvoir se reposer, il est motivé pour aller se donner à fond avec l'équipe de France, et tu as beaucoup plus de spectacles. Là, en bleu, même si c'est effectivement la Ligue des Nations, contre l'Italie, ça reste fondamentalement pour lui un match amical. Non, Mais très vite, parce qu'il faut qu'on passe Ouais. après au. Et juste là où tu as raison de le souligner, Pierre, C'est c'est que là, le prochain rassemblement, c'est en mars. Janvier-février pour le Paris Saint-Germain notamment, parce que parlons un peu du PSG, voilà. Ça va être très 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 chargé. Là en janvier, du coup ils nous ont mis le trophée des champions en plus. On va avoir la Coupe de France qui va arriver. On va avoir donc La Coupe de France, ça commence en décembre. C'est le 18 décembre, c'est le dernier week-end de. Oui, mais il y aura du coup des matchs en janvier et en Il y février aura, aussi. si on est qualifié. On va avoir la fin de la phase de groupe de la Ligue des Champions. On va avoir forcément les 16e de finale, parce que je doute que Oui, le là, PSG ça paraît soit dans bien les parti, premiers. Donc tu vas avoir un janvier-février à 8-9 matchs par mois. Et après, ils vont arriver derrière en mars avec ces matchs entre guillemets en jeu avec l'équipe de France. À mon avis, le spectacle va pas être fou dingue, quoi. Donc voilà. Ah, c'est vrai, de toute façon, il y a toujours un truc. Un coup, Oui, il y a voilà. la Ligue des Champions avant. Il y a trop de matchs. Il y a trop de matchs. En fin d'année. Moi, j'aime bien les matchs en bleu. Je sais pas s'il y a trop de Ouais, matchs. non, mais c'est bien, C'est mais- pas que les trêves internationales sont hyper mal foutues. Parce que, Ah, mais il y a bien évidemment trop de matchs. Il y a- Tu il y peux a demander à trop de un matchs. joueur d'être à fond à 100% toute la saison en faisant 40, 50, 60 Je sais rencontres. qu'il y avait une proposition de. Et après, je vous jure qu'on passait. Mais je sais qu'il y avait une proposition d'Arsène Wenger qui disait notamment que au lieu de faire 3 trêves là comme ça, septembre, octobre, novembre, on fait une trêve de 3 semaines, un mois, je crois, en décembre.
où on peut enchaîner beaucoup plus de matchs et on perd moins de temps et on arrive à... Parce qu'en fait, il y a tous les... un arrêt réel. En gros, Exactement. ils sont Comme basés une sur la compétition continuité de la Coupe du Monde en hiver. Exactement. Pour dire on arrête à la fin de l'année, Mm. où là tu as une vraie trêve pour pouvoir jouer les matchs internationaux et tu reprends ensuite, tu coupes la saison en deux en fait. Ouais, mais je trouve que ça peut être intéressant parce que c'est vrai qu'en juin, on dit que les joueurs ils s'en foutent parce qu'ils sont en vacances. En mars, il y a Ligue des Champions. Pendant les trêves d'automne, bon, ouais, début de saison, on sait pas trop. Puis il y a Ligue des Champions aussi. Enfin bref, voilà. On est resté longtemps sur ce. Mais oui. Mais c'était intéressant. Et on n'a pas donné Oui. d'ailleurs les plus et les moins. Oui, Ouais. enfin là, on a fait juste sur parti Barcola. de mon pauvre Barcola, Ouais. qui était pas là-dessus, ouf. Bim. Ouais, c'est Ouais. ça, qu'on a un peu On a dérivé. glissé. Moi, je voulais Alex, juste quand même souligner, et c'est assez intéressant pour lui, le fait que Warren Zaïre-Emery a pu avoir quand même 80 grosses minutes de jeu contre Israël jeudi. C'est vrai que c'est devenu un régulier en équipe de France, mais il n'a pas non plus un temps de jeu extraordinaire, alors qu'on sait que ça peut être un des joueurs qui va incarner justement le futur des Bleus. D'autant que je trouve qu'au milieu de terrain, il y a peut-être aussi des places à prendre. Voilà, c'est un secteur qui se renouvelle pas mal. Le seul petit bémol, c'est qu'effectivement, Didier Deschamps a voulu le tester dans un espèce de rôle de numéro 10 qui n'a pas, on va dire, exploité au mieux ses qualités. Moi, je le préfère toujours un peu plus bas sur le terrain, Warren. Alors, je sais qu'il a un peu les qualités pour se projeter, il peut avoir une présence offensive, mais il n'a pas, moi, je trouve, vraiment le profil pour être 10. Donc voilà, je suis content qu'il ait pu jouer avec l'équipe de France. Je suis content qu'il ait pu accumuler des minutes, même si c'était littéralement le pire match de la décennie. Mais voilà, je suis content. Juste, voilà, ce serait bien qu'il puisse accumuler des minutes à un poste qui le mette vraiment en valeur. Ouais. Warren Zaïre-Emery, il arrive au fur et à mesure dans cette équipe de France là, quoi. C'est déjà bien qu'il soit un membre récurrent du milieu de terrain des Bleus, quoi. Ouais, mais alors moi je suis pas d'accord avec toi sur le fait enfin moi j'aurais préféré pas le voir que de le voir comme ça. En fait de le voir en difficulté pendant 80 minutes, c'est un peu sadique toi quand même. Non, Moi, En vrai, je suis il a pas content, été il a si joué. mauvais, Non, mais il a il faut- été ouais, valeureux, non, mais- quoi. Non, Il mais, était valeureux. oui, c'est ce que je dis de mes ex aussi, c'est pas ouf. Au final, quand t'as été valeureux, Il a été excuse-moi, valeureux. Il a été il a valeureux. été valeureux, c'est pas une belle conclusion. Il est pas très beau, mais il est Mais- Je brave. pourrais le quoi, dire, il voilà. est gentil. Oui, Il c'est est ça. gentil. Non, mais je trouve que du coup, c'est pas l'aider parce que c'est pareil, c'est un jeune et il faut aussi encaisser le match qu'il a fait avec. Enfin, non, moi, alors effectivement, le positionnement m'a pas plu et j'aurais vraiment préféré pas le voir. Parce D'accord. que je sais pas Qu'il se si ça repose. l'a aidé Bon, juste remarque, on l'a d'avoir pas du vu temps sur de le jeu. deuxième. Hein. Bah voilà. Bah, c'est bien, moi. Dans ce cas-là, c'est bien. Oui, hein. mais Ah, non, mais je préfère qu'il le fasse jouer à un autre poste et auquel cas là je le vois et si histoire que là bah non tu lui mets enfin non je pas compris. Mais moi, en plus, ça m'a toujours étonné qu'en match de sélection, l'entraîneur, le coach, fasse des tests. Moi, je partais Des toujours du tests de principe. poste, tu veux Ouais, dire voilà, il teste comme ça. Il y a un joueur qui en club joue milieu défensif, milieu de terrain. Il le met en 10. Il teste alors qu'il sait qu'au quotidien avec son club, il a son poste attitré, ses habitudes, ses réflexes. Il a la prétention de se prendre pour un entraîneur au-dessus de ceux des clubs et il teste des positionnements en sélection. Encore plus pour souligner que la Ligue des Nations est fondamentalement une compétition amicale parce que tu t'autorises à tester. Je trouve que normalement un sélectionneur, il va piocher les meilleurs joueurs à leur poste et les mettre sur ces postes. Il n'y a pas de débat à avoir sur doit-il jouer 10, 6, 8, peu importe. En théorie, enfin, dans ma conception de ce que devrait être un sélectionneur, ouais. il prend les joueurs qui jouent à leur poste en club pour les mettre sur le terrain en sélection. Mais en fait, je crois que on va dire, pour moi, le questionnement qui est en train de traverser Didier Deschamps actuellement, c'est qu'il est en train de chercher son remplaçant à Griezmann. Griezmann qui avait un peu ce rôle hybride, très créateur, influent un peu, offensivement et en même temps très impliqué défensivement. Warren, il peut avoir, on va dire, dans le côté hargneux, qui se bat sur tous les ballons, qui court dans tous les sens. Oui, il l'aura il avec peut le avoir. temps. Oui, hein? Il l'aura avec le temps potentiellement. Oui, non mais on va dire, Mais non mais là- voilà, dans le, non mais on va dire pense dans pas l'idée. qu'avec le temps, Warren devienne Griezmann. Hein. Non mais c'est ça, on va dire dans l'idée, il peut avoir des caractéristiques similaires. Maintenant, je pense qu'il il a tenté ça. Là, hier, c'était plutôt Nkunku qui avait ce rôle, on va dire, un peu plus axial, qui redescendait un peu dans le milieu et tout. Ah, il tente des trucs. Après, tu vois, genre, je disais, moi, j'étais content de le voir parce que, tu vois, par exemple, je regardais sur le rassemblement précédent, Israël-Belgique, il a joué 2 minutes contre Israël le premier match. Il a pas joué contre la Belgique. Mais encore une fois, c'est important pour un gamin qui est en développement comme ça, qui a 18 ans, qui, encore une fois, est amené à être, pour moi, une figure importante de l'équipe de France à l'avenir, de pouvoir accumuler des minutes, même si c'est sur un mais match pour compliqué. son mental, je veux dire, mais- accumuler des minutes sur un poste qui n'est en pas vrai, qui n'est en pas vrai, le il sien. est allé à l'Euro, il a pas joué. Là, depuis la rentrée, bon bah, il prend des petits bouts de match par-ci par-là. Je pense qu'au contraire, quand tu es appelé régulièrement en équipe de France, tu as aussi envie de jouer.
même si encore une fois c'est sur un match où t'es pas ouf, Tu où prends ta personne n'est ouf. sélection. Tu prends ta sélection, tu prends tes minutes, tu prends ta sélection et t'avances. Voilà. Pierre, est-ce que tu aurais un j'aime ou un j'aime pas sur J'y avais pensé avant de venir justement à l'émission, quand tu as envoyé le conducteur, et je m'étais dit naïvement, mais je sais pas si je vais choquer, que au final les 2 buts inscrits contre l'Italie, ça soit 2 anciens Parisiens, y compris un certain Adrien que je ne citerai pas, mais c'est vrai que Lucas Digne sur un beau coup franc et Rabiot, 2 anciens Parisiens qui ont inscrit les 2 buts des Bleus. Voilà, c'est une sorte de j'aime entre guillemets, même si est-ce que Rabiot on pourrait lui apporter ou pas des fleurs, mais moins, on lui en a apporté beaucoup. c'est surtout voilà, Moi, de c'est surtout- rappeler c'est qu'au surtout Lucas final, Digne. moi, au-delà de ça, ce que je me dis fondamentalement, si on veut rester dans le sujet PSG, on a aussi un super Marine Maignan, et Maignan s'est formé au PSG. Voilà, le PSG, concrètement, en tant que club fournisseur de joueurs de l'équipe de France, se positionne quand même comme l'un, si ce n'est le meilleur club. Là, on a Digne, Rabiot, Maignan, on a plein de joueurs qui ont évolué au Nkunku, PSG, qui ont été Rabiot. formés au PSG, qui ont joué Hier, au j'ai PSG. calculé hier sur les 21 joueurs qui étaient présents sur la feuille de match, il y en a 9 qui ont un lien avec le Paris Saint-Germain. Soit joueurs actuels, soit anciens joueurs, soit joueurs Le match formés contre au Israël, à club. la rigueur, l'entrée d'Nkoukou et Coman est aussi notable versus les autres, et bim, on Donc on a retombe sur ce PSG. point On a commun. Maignan, Ouais. donc formé au club, Digne, ancien joueur, Guendouzi formé au club, Rabiot. Rabiot formé au club, Nkunku formé au club, Colomwani joueur actuel, Barcola joueur actuel, Coman formé au club et Warren Zahir Emery formé au club. Et joueur actuel. Donc ça fait 9 sur 21, c'est pas mal. Et encore, on en avait plus avant avec Areola, Diaby, Mbappé, donc il y a toujours plus de Parisiens. Bah, c'est bien, Ça- ça montre qu'on forme plutôt bien. Ouais. Qu'on- Je crois qu'on a un Après, en important. rappelant que l'Île-de-France, on a aussi cette chance. Oui, L'Île-de-France, j'ai pas parlé c'est- des ouais, t'as raison, j'ai pas parlé Ibrahima juste Konaté des- formé au Paris FC. Ouais. Oui, voilà. Il y a Konaté qui est francilien. William Saliba Je qui vient de pourrais- Bondy, Saliba qui est francilien également. Je dois en trouver d'autres aussi. Je crois que Manu Koné, il est francilien. Tu vois, il me également. semble que si l'Île-de-France Ouais, était un Manu pays, Koné né à Paris, je crois. si l'Île-de-France était un pays, ce serait le 3e pays producteur de footballeurs au monde. Ouais, c'est fou. Je crois qu'il y a que la région de Sao Paulo qui sort plus de talents que Paris, et c'est 5 fois plus grand que Paris, quoi. Donc c'est quand même à noter. Voilà. Et puis il y a Kanté aussi qui est passé par Boulogne. Exactement. Par Boulogne. Oui, Boulogne-sur-Mer dans la région parisienne, oui, absolument. Non, c'est pas- c'est sur elle que je voulais dire à la base. C'est pour ça. Il est d'origine francilienne. Oui, voilà. Voilà. Voilà pour le j'aime pas. On va commencer notre premier débat sur le campus PSG. Alors pourquoi on vous fait un débat spécial sur le campus Parce que jeudi 21 novembre, donc dans quelques jours là, sera officiellement inauguré le campus PSG. Vous venez me dire mais attendez, ça fait quand même longtemps qu'ils y sont. Oui, effectivement. Les pros sont au campus PSG depuis l'été 2023, les filles et les jeunes depuis janvier 2024. Alors il y a une prochaine étape qui pourrait être les handballeurs, les judokas, mais pour l'instant c'est un peu suspendu. C'est ce que nous a dit Vittoriano Melero, le nouveau DG du Paris Saint-Germain. Il pourrait y avoir un bâtiment spécial pour la formation des féminines également. Je vous donne quelques chiffres. Le campus PSG, c'est 74 hectares, 17 terrains, 300 millions d'euros d'investissement à la base pour que ça se crée. Il y a 500 mètres carrés d'espace fitness. Ça donne envie de faire du sport quand même. Tu vois, un sport pas Surtout mal. moi, non mais vraiment Bah ouais. là tu me touches là en plein cœur. Il y a 4 piscines avec 4 bassins avec 2 bassins froids de 7 et 12 degrés. Il y a un bassin chaud, il y a un bassin de régulation qu'on appelle, il y a un hammam, un sauna, il y a un espace de cryothérapie. Bref, c'est un centre hyper high-tech. On va commencer peut-être d'abord sur le sportif. Depuis qui se sont installés au campus, il y a énormément de joueurs qui nous parlent de la chance qu'ils ont. On reparlera du documentaire sur Luis Enrique, mais Luis Enrique en parle également là-dessus. Ça fait passer un cap, Alex, pour toi, sportivement, d'avoir un truc comme ça, là, un jouet comme ça, comme ce campus? Oui, non, mais clairement, et je pense qu'on on le constatera encore plus à l'avenir avec les années, etc. Moi, j'ai toujours été très amusé à l'idée de me dire que tu as des joueurs comme Messi, Ramos, Neymar, Mbappé, même des grands joueurs qui ont joué dans des grands clubs, qui débarquaient au PSG, qui arrivaient dans une espèce de canette qui était le camp des loges, truc complètement vieillot, en préfabriqué là, à Saint-Germain-en-Laye. Je me disais que c'était pas du tout à la mesure d'un grand club. Et c'est vrai que pour moi, c'était un investissement qui aurait dû même être fait en priorité par le Qatar, parce que voilà, les grands clubs, les clubs qui se veulent importants dans le football européen ont des grands centres d'entraînement. Ils ont voilà toutes leurs sections, toutes leurs équipes qui sont réunies au même endroit.
avec des équipements de première catégorie, etc. Ça, quand t'es un joueur professionnel, alors ils n'ont jamais été maltraités, je pense, au camp des loges, mais par contre, c'est vrai que c'est le jour et la nuit. Moi, j'avais eu la chance l'année dernière, quand ils l'ont du coup ouvert à la section pro, de visiter le campus. En vrai, c'est fabuleux. Enfin, c'est un endroit parfait quand tu es sportif de haut niveau, et c'est à la mesure d'un grand club, et je pense que Paris se revendique comme un grand club, quoi. Donc oui, c'est évidemment sportivement, tu t'es pas dans les mêmes dispositions quand tu t'entraînes comme ça tous les jours dans cet endroit-là. Mais c'est même sûr, hein, encore une fois, en termes de comparaison, et je te rejoins Alex là-dessus, j'ai en tête les premières années quand Thiago Silva ou Zlatan Ibrahimovic sont arrivés au PSG, ils sont arrivés au camp des loges, ils ont dû avoir un choc de passer de Milan AC au PSG, dans des préfabriqués, dans des salles de sport. Tu disais 500 mètres carrés de fitness, le camp des loges, ça devait être 100 mètres carrés, 50 mètres carrés. Des vieilles machines fitness park. Oui, effectivement, en termes d'image de marque, en termes de symbolisme, je veux dire, un club se doit de pouvoir attirer ses joueurs au-delà du simple cadre financier. Attirer un joueur, on va dire, voilà, c'est un bon salaire, merci, au revoir. Mais il faut que tu aies le tout derrière, et tout ce côté accueil, ce côté, j'ai envie de dire paraître, mais c'est vachement important. Là, il arrive dans un palace, dans un hôtel de luxe. On voyait d'ailleurs, on va en reparler, les images du reportage sur Luis Enrique. Il dort dedans pendant 3 mois. Ouais. C'est vrai. Ce campus se veut être véritablement le 5 étoiles, le palace en termes de centre d'entraînement. C'est vraiment le jour et la nuit entre ce qu'était le camp des loges et ce qu'est aujourd'hui le campus. Donc juste la symbolique pour un joueur de haut niveau, arriver là-bas, évidemment, c'est important. Évidemment, il sait que le PSG, c'est pas simplement ce qui va remplir son compte en banque. Il va deviner inconsciemment que aller au PSG, c'est aussi... C'est sérieux, genre. C'est sérieux, ça et c'est aussi un club qui a cette ambition un jour de peser sur l'Europe, de remporter une Ligue des Champions, parce qu'il se donne les moyens. Il aurait pu se dire autrefois, tu me verses mes 10-15 millions d'euros par an, je vais dans un préfabriqué au camp des loges et je joue mes matchs comme ça. Aujourd'hui, maintenant, j'arrive au PSG, j'arrive sur le campus et je vois que tu as lâché 300 millions d'euros pour un campus 5 étoiles. Effectivement, tu as l'ambition et je vais te donner les moyens, je vais te prouver que je vais répondre à ton ambition, je vais venir avec cette envergure. Émilie, quand il y a un transfert, on dit que les joueurs, ils signent leur contrat, il y a des négociations et ils visitent les installations. Là, c'est important. Est-ce que tu penses que ça joue dans les décisions d'un joueur pour venir ? Je vais juste faire la comparaison avec le monde du travail. C'est-à-dire qu'on a loué pendant très longtemps l'arrivée des GAFA et du coup des nouveaux bureaux, vous savez, où il y avait des salles de sieste. Je parle vraiment aux salariés là. Tu sais, avec le petit-déj à dispo, ils ont une salle de sport, etc. Je pense que quand tu choisis un job, le cadre de travail... c'est aussi un plus parce que, alors attention, ça veut dire aussi qu'on attend quelque chose de toi derrière parce qu'on met tout à ta disposition, mais je pense que c'est très important et d'autant plus quand tu es le Paris Saint-Germain, avec l'image que tu as, c'est juste normal, en tout cas ça paraît basique, mais moi je trouve ça bien aussi, ça veut dire qu'on donne tout et on fait tout pour que les joueurs et les joueuses soient dans un bon cadre de travail, donc vas-y, ça ne dépend plus que de toi, parce qu'on met tout à ta disposition. Donc je trouve que c'est forcément ça fait la différence. Après, il faut aussi que tout le monde en soit conscient. Ça dépend aussi quelle histoire tu racontes derrière. C'est-à-dire que tu as beau avoir la structure, il va falloir emmener les gens dans ton histoire aussi justement, c'est pareil, le nom de campus, c'est pas rien, il y a une définition derrière. Pas juste un centre d'entraînement, c'est un campus, donc tu es là pour former. Enfin, il y a plein de choses que tu dois tirer et je pense qu'il y a aussi une culture du campus PSG qu'il va falloir développer. On en parlera par exemple, sur l'aspect économique, on en parlera, mais il y a pas mal de projets pour le campus et pour d'autres nouveaux c'est bâtiments. vrai que je te rejoins sur la question de la culture et cette espèce d'inconscient collectif à imprégner aux joueurs et aux personnes qui passeraient par le PSG. Il y a quelques années, je me souviens, quand on avait posé la question à Thiago Motta, Paris, grand club européen ou pas, il avait dit il faudrait que Paris remporte pour la première fois de son histoire une Coupe d'Europe. Et je crois que c'est Bernard Lamaque qui lui avait répondu, mais Paris a déjà gagné une Coupe d'Europe, la Coupe des Coupes. Et il dit il n'était pas au courant. Et depuis, me semble-t-il, le PSG a intégré, alors autrefois dans le camp des loges et aujourd'hui sur le campus, a aussi intégré l'histoire, le palmarès, c'est toute une histoire, il y a tout un accueil avec les photos des anciens joueurs, on met en avant les rails, les Paoletta, on essaye de faire imprégner cette culture à la fois de la gagne, cette culture, cette identité parisienne à ces nouveaux joueurs qui arriveront au PSG, qui pourraient supposer que le PSG soit uniquement le PSG qatari. Sauf que le PSG a une histoire, a plus de 50 ans, a une Coupe d'Europe déjà dans son histoire avant l'arrivée des Qataris, et justement, ce campus
a aussi cette ambition de dire que dorénavant, le PSG, c'est pas uniquement le PSG bling bling, c'est un club structuré, moderne, qui a les moyens de ses ambitions. Par exemple, encore une fois, dans ce sens-là, et ça fait le lien avec l'aspect économique que tu voudrais évoquer, je me souviens en 2011, quand Leonardo, à l'époque directeur sportif, avait fait le Canal Football Club. Et on lui avait posé la question, voilà, vous allez faire quoi au PSG, pourquoi vous venez? Et lui, il avait dit, moi, mon ambition, c'est de faire en sorte que le PSG devienne un grand club sans les Qataris. Qu'on soit capable, en fait, que je sois capable, via mon action et l'action de toutes les personnes autour du club, que le PSG existe sans l'apport des capitaux étrangers, sans l'apport des investisseurs, et que le PSG, en tant que club, soit structurellement ancré dans une ambition sportive. Aujourd'hui, c'est ce qui arrive avec le campus. C'est que le campus qui est là, tu l'as dit, 300 millions d'euros, qui va apporter cette identité, cette culture, cette notoriété. Même quand les Qataris partiront, s'ils partent un jour, il sera encore là. Il sera là durablement, c'est structurel, ça va durer un siècle, ça va durer une 50aine d'années. Maintenant, on pourra identifier le PSG comme étant un club qui est suffisamment ambitieux à travers son centre d'entraînement. Alors juste, je vous donne les projets potentiels qui peuvent être faits au campus PSG. Il y a des projets de cliniques. Il y a des projets d'installation de clubs qui pourraient venir et avoir des terrains résidents donc sur les 17 terrains, un des 17 terrains du campus PSG. Il y a des projets d'hôtellerie. Ils disent, et notamment Vittoriano Melero en parle, c'était d'ailleurs au Parisien, je crois qu'il en avait parlé début octobre, où il disait que en fait tous ces dossiers-là étaient un peu liés au futur stade, parce qu'il voulait en gros pas faire plusieurs lieux de destination PSG en Île-de-France. Donc si il y a un nouveau stade qui se construit et qu'il y a un complexe un peu autour qui va se faire, peut-être que le campus sera un peu plus délaissé, il y aura peut-être moins d'activités autour du campus. Par contre, si le stade reste soit au Parc des Princes, soit dans un endroit qui est assez limité en termes d'espace, là il pourrait y avoir un développement d'autres structures internes au campus. Alex, il y a aussi un truc qu'on ressent quand on a eu la chance peut-être d'être invité au campus. Pour ceux qui veulent, ils sont supporters, vous pouvez aller voir les matchs des féminines, les matchs des U19, et vous aurez accès au premier niveau. Parce qu'il y a plusieurs niveaux. Ça rentre aussi dans l'aspect économique, c'est qu'on a l'impression qu'il y a du secret défense partout quand on va au campus. C'est qu'on ne peut pas accéder à tout, on ne peut pas aller. Enfin, ils sont hyper regardants, il y a des agents de sécu partout. Enfin, c'est vraiment, on a l'impression d'être dans. Non, mais en même temps, c'est le centre d'entraînement d'un Fort Knox européen. C'est un peu comme la NASA, c'est là où tout se passe. Donc c'est normal que tu n'aies pas accès à tout, c'est pas un parc d'attraction non plus. T'as utilisé un terme qui était intéressant et qui est très marrant, c'est le premier niveau. En fait, le campus, pour ceux qui sont déjà allés, pour ceux qui ne sont pas allés, je vous explique. En fait, c'est un peu sur une pente. Enfin, c'est sur une. Ouais, bien sûr. Il y a plusieurs étages. Voilà, il y a plusieurs étages. Et donc, en fait, l'idée aussi, et je pense que symboliquement, ils ont voulu faire ça aussi, c'est-à-dire qu'en fait, les terrains pour les jeunes sont tout en bas. Et puis, en fait, tu montes jusqu'à l'équipe première qui est tout en haut. Et ça, pareil, encore une fois, tout ça, c'est du symbolisme, c'est des trucs machin, mais c'est important. C'est important de créer un narratif, c'est important de créer tout ça. Tu l'évoquais, donc j'en parlais aussi un petit peu. Moi, je trouve que un des très grands points positifs aussi de ce campus, c'est que justement, ça donne des conditions de travail formidables, non seulement aux pros qui en ont bien besoin, mais aux féminines qui en avaient bien besoin aussi, aux jeunes qui en ont bien besoin aussi. Aujourd'hui, tu disais, tu vas voir les matchs des féminines au campus, les terrains sont formidables, tu as des tribunes qui peuvent être remplies, tu as je crois 500 ou 600 places. Pour le moment, en attendant potentiellement un stade de 5000 places. En attendant, parce qu'effectivement, il y avait un stade qui devait être construit sur le campus. Pour les jeunes, pareil, c'est le jour et la nuit. Ils jouent à Georges Lefebvre sur les terrains éclatés avec les tribunes en bois. Surtout quand en fait Calderwood a amené tous ces jardiniers et il les a amenés au campus à partir de l'été 2023. Il y a eu 6 mois là, sur la fin 2023 où Georges Lefebvre, pour les féminines et les U19, c'était très très compliqué et les féminines voulaient absolument faire délocaliser tous leurs matchs. Oui, on est là-dessus, t'es parti un petit peu. Elles voulaient faire délocaliser tous leurs matchs parce que les pelouses n'étaient pas assez bien. Mais voilà, et encore une fois, pour moi, ça participe, et c'est ce qui est hyper important, à la vraie création d'une culture club. Et en fait, de se dire que quelle que soit la place que tu as dans ce mécanisme, quel que soit le rouage que tu représentes, tu fais partie du grand tout. Le fait que tu fonctionnes comme ça fait partie d'un grand mouvement. Que les jeunes, ils vont pouvoir s'entraîner sur les terrains dans les mêmes conditions que les pros, que les féminines ont aussi et tu développes une philosophie, tu développes une culture. Et c'est remettre le sportif au cœur. Mais bien sûr. Je trouve. Ça veut dire que ton activité première. Enfin, moi, ça me fait du bien de parler de ça sur le côté sportif, développement versus le côté marketing maillot. Enfin, ça veut dire que tu reconcentres ton activité en disant attendez les gars, on fait quoi du coup? Ah oui, on fait du foot. Alors attends, on va repartir à la base.
tu t'es posé la question pourquoi ils l'ont pas fait avant, pourquoi on a fallu attendre 2024 pour que tu aies une inauguration. C'est vrai qu'effectivement, avant, le premier projet du PSG, c'était l'identité de marque. Ouais. C'était le Parc des Princes qui était rénové. C'était les salons VIP. C'était vraiment l'accueil au Parc des Princes. D'ailleurs, les présentations des joueurs avaient lieu au Parc des Princes. On mettait en avant les Le reste, loges tu savais VIP. pas à la rigueur. Comment Enfin, le reste, tu ne savais pas. Oui, tu ne savais pas. Enfin, Effectivement, on mettait en de tout cas, côté, c'est pas- ouais. on cachait le camp des loges avec des grandes bâches pour dire que non, c'est pas vraiment l'identité parisienne. Nous, c'est vraiment le Parc des Princes refait à neuf, salon VIP, loge VIP à 300 000 € l'année. Aujourd'hui, effectivement, tu remets au cœur du projet de sportif. Tu es sur le camp, le camp, enfin, j'allais dire le camp des loges, le centre d'entraînement, le campus. Le Parc des Princes, c'est de côté. On pourra peut-être en reparler sur pourquoi, comment vont-ils ou pas le racheter. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le structurel aujourd'hui, c'est pas sur la marque PSG, c'est sur le sportif. Alors, juste et d'un point de vue investissement, parce que donc maintenant c'est un actif en plus dans le Paris Saint-Germain, quoi, en gros, puisque ça appartient au Paris Saint-Germain, ça appartient pas aux Qataris, hein, le campus. C'est la marque PSG. Et 300 millions d'euros à vue de nez, pour toi, c'est rentable en fait, c'est un bon plan ou C'est rentable dans la mesure où ça va durer. C'est rentable dans la mesure où c'est quelque chose qui est structurel, qui va durer, je disais, pour un siècle. Le PSG... mais en termes de valorisation, peut-être pas... En termes de valorisation, ça dépendrait si effectivement le PSG voudrait ou pas être vendu. Ce qui est intéressant, quand on parle d'actifs, à quoi ça peut servir? La valorisation, à quoi ça sert concrètement? Quand on me dit que le PSG vaut 4 milliards, les Qataris sont pas prêts à vendre le club. Et est-ce que quelqu'un pourrait le récupérer? Il faudrait que quelqu'un l'achète pour que... Mais effectivement, si le club vaut 4 milliards, tout le monde pourrait dire, ou des gens pourraient s'inquiéter, quid si un jour les Qataris s'en vont, le club pourrait péricliter, s'écrouler. Aujourd'hui, très concrètement, le club vaut 4 milliards, valorisé avec un actif structurel qui est le campus PSG. Donc les seules personnes qui seraient prêtes à récupérer un club si les Qataris veulent vendre seront des gens qui seront prêts à mettre 4 milliards. Donc de fait, le PSG ne pourrait pas passer du PSG au PFC si demain les Qataris partent. Le club vaut... Parce qu'il y a des installations... Parce que les installations, parce qu'il y a eu la construction d'une marque et d'une identité via le Parc des Princes, via les grandes stars qui sont passées par le club. Donc la marque en tant que valeur symbolique et immatérielle a été valorisée. Donc on était vraiment sur l'immatériel, le non monétaire valorisé, valorisable. Aujourd'hui, on fait des investissements structurels pour valoriser des actifs immobilier, le camp d'entraînement, le campus, peut-être demain le stade, même si le PSG, le Parc des Princes a été rénové, ça a apporté une valorisation, mais c'est sûr que voilà, dans ta valorisation financière, tu es maintenant sur le camp structurel, le côté structurel. C'est de la pierre, tu as investi dans de la pierre. Donc quand tu me poses la question, est-ce que ça pourra être rentable d'ici quelques années, c'est pas la question qui se pose. Quand tu vas acheter un appartement, tu es chez toi, effectivement. Quand tu achètes un appartement, tu dis ouais, j'ai pris un crédit, je me suis endetté sur 15 ans, sur 20 ans. Oui, mais c'est à toi. C'est-à-dire que si demain tu veux revendre, si demain tu prends un nouveau crédit, tu fais une hypothèque dessus, tu es couvert dessus, tu as des garanties, tu as une dette, tu la solvabilises parce que tu as un actif. Donc à tous les niveaux, c'est rentable. Quand bien même il n'y ait pas le calcul très comptable, combien je gagne, combien je dépense. Même si tu es endetté, ta dette restera solvable parce que tu auras un actif immobilier. Et en plus, il te sert dans ton activité. Et en plus, il te sert dans ton activité. Non, mais, et puis surtout, ce qui est important, alors, Pierre, évidemment, est passionnant quand il parle d'économie et j'adore écouter tout ce qu'il a à dire. En fait, pour moi, la rentabilité du campus, elle se jauge plus en facteur immatériel. C'est-à-dire que la rentabilité du campus, c'est l'excellence sur le terrain, c'est les trophées que tu vas gagner, c'est les demi-finales ou finales de Ligue des Champions que tu vas pouvoir jouer, la Ligue des Champions que tu pourras remporter peut-être, je l'espère, un jour. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, c'est un investissement qui... Enfin, et je rebondis encore sur ce que tu disais, Pierre, c'est-à-dire que, en fait, c'est pas non plus anodin que ça arrive maintenant. C'est-à-dire qu'effectivement, le PSG, depuis 10 ans, s'est appliqué à d'abord construire son club de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord soigné la coque, ils ont soigné la carrosserie, ils ont soigné, quand c'était brillant, la peinture, etc. On s'attaque au moteur. Et là, on s'attaque au moteur. Et là, on s'attaque au moteur. Et là, non mais ça, ouais, c'est Exhibit. Mais c'est ça, en fait. On passe à Mais Top c'est ça. Gear, là. Non, mais c'est ça. L'émission, je me rappelle, il prenait des voitures, mais des voitures pourraves, et tout l'autre contour était magnifique. Me semble-t-il, 3 semaines après, la voiture tombait en panne parce qu'ils n'avaient pas le moteur. Non mais là voilà, c'est-à-dire que là, le PSG depuis 10 ans est en train de mettre des piscines dans le coffre, et là ils sont en train de mettre vraiment, ils sont en train de mettre le moteur. Non mais là on rigole et tout, mais c'est vraiment ça. V12 là. Et tu vois, pour moi c'est pas anodin, parce que tu vois, on parlait tout à l'heure du fait que les plus grandes stars de la planète ont joué au PSG, elles sont traînées au camp des loges pendant 12 ans. C'est pas anodin que le campus arrive, le campus objet high-tech, haute performance, etc. arrive
quand tu fais un shift à Vers la 360 jeunesse. degrés dans ton projet pour se recentrer sur des mecs un peu plus humbles, vraiment un projet sportif, construire une équipe et tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu aurais l'infrastructure pour accueillir des très 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 grandes stars. Là, demain, tu mets les plus grandes stars du monde actuel, du monde du foot actuel au campus. Il n'y a personne qui fait tâche. Ouais, bien sûr. Il n'y a personne qui fait tâche. Mais tu te ressens sur un projet sportif plus sain. Et encore une fois, tu repars de la base. C'est-à-dire qu'ils ont la marque PSG. On sait tous. Aujourd'hui, si le PSG vaut 4 milliards, comme le rappelait très justement Pierre, c'est pas grâce à ses succès sportifs. C'est pas grâce au côté sain de son projet. C'est grâce à la marque, surtout. La marque PSG, et grâce aux joueurs qui ont porté cette marque-là depuis 10 ans, même malgré les résultats en Nancy. Là, maintenant, ce campus-là, il s'accompagne vraiment d'un projet qui repart vraiment des racines. Bon, c'était hyper intéressant. C'était bien de parler du campus, ça nous fait parler un peu de sportifs. On va faire une petite pause et puis on va parler de Luis Enrique et de Randal Colomwani par la suite. Vivez une saison 100% PSG sur France Bleu Paris. Ce vendredi, le Paris Saint-Germain reçoit le TFC PSG Toulouse. C'est donc à 21h, prise d'antenne sur France Bleu Paris à 20h30. Il va falloir être bon avant le Bayern mardi. France Bleu Paris, 100% supporter du PSG. 100% PSG, la tribune. De retour dans 100% PSG, la tribune avec Émilie Ross, Pierre Rondeau et Alexandre Aflalo. On va parler maintenant de notre coach. On va parler de Luis Enrique. Parce qu'on s'est amusé à voir le documentaire Vous ne pouvez pas comprendre, c'est le nom français qui a été donné au documentaire, qui a été donc pris par Canal+ en France. Moi, j'avais pu regarder le premier épisode en espagnol, mais j'avais pas tout compris en fait. Je me suis rendu compte, quand je l'ai revu, je me suis rendu compte Il que... parle vite, il parle très vite. Je me suis rendu compte, en fait, j'ai vu le début, parce que je spoil juste le début. Le début, c'est la première scène, c'est avec Luis Enrique et sa femme qui discutent, parce que sa femme parle très bien le français, et donc qui discutent du discours d'introduction de Luis Enrique. Je me dis, c'est cool, je vais comprendre plein de trucs pendant tout le long. En fait, il parlait français, c'est pour ça. C'était un peu... Ouais, en fait, il parlait français. C'est dingue, je comprends. C'est fou, hein. Mais donc voilà. Donc on va parler de ce documentaire. On va essayer de pas trop vous spoiler si vous l'avez pas encore si vous l'avez pas encore vu. Juste avant de parler de faire des questions sur Luis Enrique, est-ce que vous avez kiffé? Est-ce que vous avez aimé ce documentaire-là? Je vais commencer par toi, Pierre. Ouais, j'ai fait rire Alex parce que j'en ai parlé en coulisses. Il est intéressant dans l'idée que tu puisses être dans l'intimité d'un coach. Il sait ce que je vais dire. Moi, j'ai parlé de la forme. Ouais. La forme, personnellement, m'a insupporté. D'accord. La forme, je trouvais que ce montage ultra dynamique à foutre de la batterie toutes les 10 secondes. Et toutes les 10 secondes, tu as une séquence à la batterie, comme si à chaque fois, en permanence, c'était un montage super accéléré, avec des gros titres qui apparaissent, et plein de trucs qui arrivent comme ça. À aucun moment, il se pose. Moi, ce que j'aime bien, par exemple, tu vois, dans les documentaires, je suis habitué aux documentaires striptease. Où t'es posé, caméra au sol, les gens discutent et tu découvres vraiment l'intimité, le quotidien d'individus quelconques, en l'occurrence Luis Enrique. Ici, chaque scène dure 10 secondes. T'as pas le temps vraiment de t'imprégner de ce qui se passe. À chaque fois, il se passe un truc. C'est ultra dynamique, donc effectivement, ça dure une demi-heure à chaque fois, chaque épisode. Et c'est très dynamique, ça passe très vite. Mais posez-vous, reposez-vous. À un moment, j'ai l'impression que le gars était shooté à la cocaïne, tellement c'était accéléré. Donc juste le montage, voilà, petite critique. Je trouve que le montage espagnol m'a perturbé. Et après, je me suis posé la question, sans spoiler. Je sais pas si c'est Canal qui a... Donc, tu l'as vu en espagnol. Ouais, je sais pas si c'est Canal. C'est exactement le même. D'accord, donc pour les Espagnols, la Ligue 1 n'existe pas. Pour les Espagnols, vraiment, tu regardes le reportage, tu as vraiment le sentiment que le PSG joue une Super Ligue européenne. Non, il y a le début. Il y a le début, c'est le début de saison. Le début de saison, mais c'est en. Oui, mais il y a aucun c'est que moment Ligue des tu les vois Champions, préparer un match de Ligue 1. Non. À aucun moment tu les entends parler de Toulouse, d'Angers, à aucun moment. Juste, c'est vraiment Ligue des Champions, Ligue des Champions, Ligue des Champions. Alors, c'est intéressant, mais vraiment, donc les Espagnols, la Ligue 1, ça n'existe pas. Émilie, on regarde beaucoup de documentaires sur les joueurs. Alors il y en a qui peuvent être très sympas. Il y en a Commandé, on peut dire commandé. Oui, bien sûr. Oui. Mais il y en a qui peuvent être un peu moins intéressants, qui sont de la pure communication simple et donc qui perdent un petit peu en intérêt. Toi, là, en plus, avec ton œil de consultante en communication, comment tu as trouvé ce documentaire-là? Il y a des deux, je pense. Il y a une commande derrière tout ça parce qu'on veut expliquer le personnage de Luis Enrique. Du coup, je trouve que le rythme du documentaire va finalement très bien, Oui, avec le en tout personnage. Avec cas celui qu'il avec est. le personnage, ou en tout cas l'image qu'on veut nous transmettre.
Moi, j'ai aimé parce qu'en fait, je me suis laissée emporter, j'ai appris des choses. Et ça, je trouve que quand tu apprends des choses en regardant, c'est quand même un petit plus. J'ai aimé qu'on oppose le côté personnel et professionnel. Parce que je pense qu'il ne faut jamais oublier l'humain dans tout ce qu'on fait. Donc, moi, j'ai aimé, mais tu sens qu'il y a quand même une commande, que c'est drivé, qu'on ne voit pas tout. Donc, il y a un côté un peu, comme on dit, brand content. Enfin, tu es là pour parler de la marque Luis Enrique et raconter un peu le joli package. Et en même temps, tu es sur des moments vrais parce que tu as un mec vrai et qui va pas te donner du superflu, en fait. Je pense que, franchement, faire un doc sur Luis Enrique, bon courage, les gars. Faire un truc où tu le suis tout le temps. Je pense qu'il est un sup. On rappelle, alors, juste... En plus, il est hyper actif. Mais il est hyper C'est actif. pour ça la batterie. On le voit faire des dips. dips. Le mec, il attend une conférence de presse, il fait des dips. Un moment, il fait des squats. Tout le temps, tout le temps. Le mec n'arrête jamais. Il a une montre qui sonne toutes les demi-heures, et toutes les demi-heures, il s'arrête pendant une minute et il fait ses trucs. Mais il peut être en séance vidéo, en séance vidéo avec ses adjoints, enfin à n'importe quel moment. Alors son adjoint qui lui fait une vanne et qui lui dit mais quand ta montre elle sonne la nuit, tu fais quoi? Tu fais oui, moi je fais mes exercices. Bien sûr. Alex, t'en as pensé quoi toi? Moi, je veux juste rebondir sur ce que disait Émilie sur le côté commande. Alors, je crois que c'est quand même beaucoup lié à la mise en place de sa fondation, la fondation pour sa fille, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a payé. Movistar a payé énormément, et ce qu'ils ont payé va être directement versé à la fondation Shana, qui est la fondation au nom de la fille de Luis Enrique. Et pour le coup, je pense qu'on commence à connaître un peu Luis Enrique. Je pense qu'il n'aurait pas du tout accepté sans cette contrepartie-là et sans que, d'être suivi par des caméras pendant un an. Et pour le coup, là où c'est aussi intéressant, on va dire, pour nous, observateurs du Paris Saint-Germain, c'est que au final, la partie sur sa fondation, elle occupe un quart d'heure à la fin, mais c'est pas non plus. C'est pas le cœur du sujet. C'est pas entre guillemets vampirisé par ça. C'est pas le cœur du sujet. Mais c'est bien que ça ait été rappelé. Mais c'est évidemment hyper important. Mais par exemple, alors, vas-y. Non, vas-y. Non, mais juste si on revient sur le personnage, dans son intimité, moi, il y a des choses qui m'ont dérangé. Il y a une scène, alors je sais pas si on peut spoiler, parce que c'est l'épisode 2, mais moi, il y a une scène qui m'a dérangé. C'est quand il prépare le match contre la Real Sociedad et qui dit j'ai envie que mes joueurs ne sachent pas mon plan de jeu avant de rentrer sur le terrain. Je trouve ça hallucinant. Des fois, on essaie de comprendre. En fait, non, même lui. Et c'est pour ça que je trouve que le titre du documentaire, quand lui le dit, vous ne pouvez pas me comprendre. Bah ouais, en fait, gars, t'as raison, il le sait. Même tes joueurs, moi, ce que j'aime bien, c'est le côté assumé. C'est-à-dire que il tombe pas de l'arbre. C'est ce que je veux. Et quand il dit je vais mourir avec mes idées, enfin, je trouve que c'est tout ce qu'on peut lui reprocher. Bah, finalement, il en a conscience, il en joue, il le sait, il est comme ça. Je trouve ça plutôt finalement couillu, parce que définitivement, je sais pas s'il est dans le vrai ou pas, c'est pas ça le débat, mais il est comme ça. Il change pas avec le sens du vent, quoi. C'est-à-dire que après, en fait, comme tu le disais, Romain, des documentaires sportifs, il y en a qui peuvent être très très barbant, très très lisse, très très plat. Je trouve que nous, effectivement, les scènes qui nous intéressent le plus, c'est les scènes vraiment où tu vois des causeries, où tu vois des débriefs de la mi-temps de la Real Sociedad, je le conseille, franchement. Qu'ils avaient sorti sur les réseaux sociaux, etc., mais qui est un peu plus long du coup dans le documentaire. Même la causerie avec Kylian Mbappé entre l'aller et le retour du Barça. C'est sorti aussi sur les réseaux sociaux, mais pareil, un peu plus long, l'intégrale est hyper intéressante. Les causeries d'avant-match, même les briefings d'avant-match, comment il discute avec son staff, etc. Moi, encore une fois, ce qui m'intéresse quand je regarde un documentaire sur un truc sportif, c'est pas qu'on me fasse des images de la saison et puis qu'on me rappelle ce que j'ai déjà vu il y a un an sur Canal+. Voilà. Moi, ce que j'aime, c'est de voir des coulisses, voir des choses que j'ai jamais vues avant et qui me permettent en fait de comprendre et d'apprendre ce qui se passe vraiment derrière le rideau. Et là, j'ai vraiment la sensation d'en avoir eu, on va dire, pour mon argent, même si voilà. Ton abonnement. Voilà, j'en ai eu pour mon abonnement à Canal+. Et par ailleurs, moi j'ai jamais été un fervent critique de Luis Enrique. Je trouve que le côté droit dans ses bottes est très. En fait, moi je le défends depuis le début, donc t'as raison. Peut-être que je suis biaisée aussi. Le côté droit dans ses bottes que tu rappelais, Émilie, moi m'a toujours plu dans le sens où il a des idées, il sait où il va, il sait qu'avec le temps, ses idées finiront par être intégrées par le groupe et que ça donnera quelque chose de cohérent. Et en fait, quand tu regardes le documentaire, tu comprends vraiment d'où vient cette attitude qu'il a. C'est-à-dire que effectivement, vous le disiez, c'est un mec qui est complètement obsédé par sa façon de concevoir le football, qui est complètement sûr de lui. Moi, franchement, vous me direz si vous êtes d'accord, moi j'ai de la peine pour sa femme, quoi. sa femme qui vit avec lui. Il est comme ça avec tout le monde. Moi, c'est ce qui m'a rassuré. Tu le vois avec sa femme et ses enfants. Il est pareil en fait. Il est convaincu de trucs improbables. C'est ça. Et quand tu le vois avec les scènes avec sa femme, elles sont très drôles. Et genre, tu dis mais
25 ans de mariage, putain, donnez-lui une médaille, quoi. C'est vraiment, c'est très drôle. Enfin, après, voilà, c'est un couple qui a l'air de s'aimer profondément, et tant mieux. Mais voilà, en fait, en le découvrant un peu dans son intimité, un peu dans son travail, et puis un peu dans son côté entraîneur, on a vraiment une espèce d'image un peu complète de Luis Enrique, et c'est hyper intéressant. Sachant juste un dernier mot, que vu que c'est quelqu'un qui est très défiant vis-à-vis des médias, pour nous, c'est hyper précieux de pouvoir avoir cette matière-là. Pour aussi justement, ça ne fait que confirmer justement cette défiance vis-à-vis des médias, ça ne fait que confirmer ce qu'on peut penser du personnage. Moi, franchement, alors vous le défendez très bien, mais moi, peut-être que je suis biaisé par fréquentant trop un certain Daniel Riolo qui le déteste, mais je trouve que ça ne fait que confirmer la mauvaise image qu'on a de lui, ce côté vraiment, il a vraiment un problème vis-à-vis de l'empathie. Il n'arrive pas à écouter autrui, il a ses idées, il est têtu à ce niveau-là, il va défendre ses idées sans même vouloir les déployer, les transmettre, les présenter à la presse. Après, avec son staff, il communique quand même. Mais vous me dites, voilà, il défend ses idées. Quid de ses idées, très concrètement ? Quelle est la colonne vertébrale de Luis Enrique en termes de fond de jeu ? Qu'est-ce qu'il a proposé ? Qu'est-ce qu'il a inventé pour le PSG depuis 2 ans ? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le PSG a évolué, s'est amélioré ? Il y avait Campos, par exemple, qui intervient dans le reportage, qui dit voilà, c'est le projet PSG, et avec Luis Enrique, on peut développer durablement ce projet Paris Saint-Germain pour viser demain une Ligue des Champions. Très concrètement, quelle est l'évolution du PSG sous Luis Enrique ? Est-ce qu'entre la saison dernière et aujourd'hui, il y a eu du plus, il y a une évolution ? On arrive à deviner ou à construire, à comprendre le type de jeu que veut déployer cet entraîneur. Bon, au-delà du personnage qu'on connaît maintenant, qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on apprécie ou non, en termes de fond de jeu, je n'arrive pas à le comprendre. Alors oui, effectivement, il est moderne. Oui, alors parfois on le voyait avec ses Twitch, on le voyait avec son ordinateur, il avait des problèmes. Enfin, on le sentait très moderne à ce niveau-là, très impliqué dans le domaine du football, mais la philosophie de Luis Enrique, pour moi, malgré tout, je ne la comprends pas, et je ne la comprends toujours pas avec ce documentaire. Alors, c'est fou parce que j'avais posé la question de savoir si votre vision de Luis Enrique avait changé. J'ai l'impression que ceux qui étaient contre, donc là en l'occurrence, ça serait toi autour de la table, Pierre, restent contre. Ceux qui étaient pour restent pour. C'est-à-dire que ça ne change pas grand-chose. À mort, moi je suis encarté. Mais c'est intéressant. Ça veut dire que, voilà, parce qu'on aurait pu penser justement que si on a seulement pour image Luis Enrique dans les médias, qui n'est pas forcément le plus agréable, là on le voit quand même, il est quand même super, il est marrant, quoi. Il est marrant, il fait des vannes. Mais il est quand même vachement empathique. Il continue à dire que les journalistes, je leur parle mal. Alors effectivement, dans le documentaire, tu vois le contrepoids avec les commentaires des journalistes contre l'entraîneur. Donc il va se dire, notamment Daniel Riolo qui est souvent notamment dans le début. Je leur parle mal parce qu'ils me traitent mal. Mais on a toujours ce conflit, on a toujours cette opposition entre les partisans et les adversaires. Donc votre vision n'a absolument pas changé par rapport au documentaire ? Non, et bien au contraire. Bien au contraire, mais après, moi, il y a le côté empathique aussi, où un être humain qui perd un enfant, de toute façon, me touchera forcément, et je pense que sa vie sera forcément différente que la nôtre. Donc, ça se répercute aussi sur ses relations humaines, ses relations professionnelles. Après, je pense qu'on a acheté un produit, Luis Enrique, en le faisant venir au Paris Saint-Germain, on a le produit qu'on a acheté. Ça colle pas. Moi, quand on parle de projet, je suis plus sur un projet long-termiste. Est-ce que je vois un projet de jeu concret ? Non. Est-ce que lui le voit ? Je suis pas sûre non plus, par contre, parce qu'il n'essaye pas de te convaincre, par contre, qu'il a une idée de jeu et qu'il s'y tient. Non, je pense qu'il a des principes et il veut mener une jeune équipe du Paris Saint-Germain, une nouvelle équipe du Paris Saint-Germain à sa manière. Et que finalement, c'est là la première année où il peut le faire. Effectivement, alors tu parles de projets de jeu, de philosophie, etc. C'est un truc qui n'est pas du tout abordé dans le documentaire, la tactique à proprement parler. Donc ça, effectivement, c'est un peu abordé dans la causerie avec Mbappé, où il y a la notion de défendre, de contre-pressing, qui est une des marques quand même du jeu de Luis Enrique. Il fait plus de démonstration après, de débrief de match ou de ce qu'il aurait fallu faire. Mais bon. Mais en fait, je pense que c'est peut-être un peu trop pointu justement pour la cible de ce documentaire-là. Donc, si vraiment c'est ça qui vous intéresse, c'est pas trop abordé. En revanche, moi, je trouve que pour moi, le truc le plus important avec le produit Luis Enrique, comme tu l'appelais, Émilie, c'est en fait qu'il t'inculque une attitude. C'est une attitude, c'est une façon d'être, c'est une façon de se comporter sur le terrain, c'est une façon de travailler pour les copains, c'est une façon de. Et en fait, tu dis que. Enfin, moi, je pense que le pilier de sa philosophie,
c'est pas tant des principes de jeu, parce qu'en fait, le football évolue en permanence par rapport à l'adversaire, par rapport aux tendances, par rapport aux joueurs que tu as à ta disposition. Il va avoir quelques idées, mais le football évolue en permanence. En revanche, lui, son pilier fondamental, c'est je veux que mes joueurs, ils se comportent comme ça sur le terrain, qu'ils se battent les uns pour les autres, que s'il y en a un qui bouge, il y en a un autre qui le remplace, etc. Ouais. Et alors, si je peux juste spoiler un moment, il y a un moment qui est drôle, je crois qu'il était sorti un peu en extrait. Il te parle un peu de ce à quoi pourrait ressembler le futur du métier d'entraîneur. Il te dit, mais pour moi, dans le futur, l'entraîneur, il sera comme au foot américain comme au rugby, en tribune avec un casque. Et il dit, moi, si je pouvais... S'ils pouvaient ne pas réfléchir et qu'ils appliquent juste les consignes que je... Non, mais Non, ça, des il disait, moi, si je pouvais envoyer une décharge à mes joueurs pour qu'ils bougent, je serais le plus heureux du monde. Mais c'est là que tu dis, mais c'est non, mais génial. c'est ça que tu dis, mais il est timbré. Et puis en même temps, c'est là que tu comprends aussi, c'est-à-dire que lui, il est Est-ce qu'il aime obsédé. le foot? Il est obsédé par la générosité, C'est ça. Enfin, moi, par je le trouve que- contrôle, Par contre, par la ça pue générosité le dans foot. l'effort. Ouais, Mais oui, ouais. oui. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, si vraiment on se centre sur le rôle d'entraîneur et quel entraîneur il est, au-delà de sa philosophie ou son fond de jeu, en tant qu'entraîneur, moi j'ai vraiment le sentiment qu'effectivement le PSG, avec cet achat de produits Luis Enrique, c'est payer un entraîneur extrêmement moderne. Quand on le voit face à un écran d'ordinateur, en plus c'est un écran incurvé, un truc immense, le mec c'est un geek en fait. J'arrive pas à imaginer un Galtier pareil. Moi j'arriverais pas à Je te imaginer... jure que je faisais le parallèle en me avec disant mais attends mon pauvre gaga là. Mais tu imagines un Laurent Blanc ou un Christophe Non, Galtier mais il y a pareil plein, sur il y un a écran plein de domaines d'ordinateur dans lesquels incurvé Galtier avec... n'y arriverait pas là, par rapport à ce que fait Luis Je trouve Enrique, que je Non, mais pense. c'est il est vrai. vraiment l'archétype de l'entraîneur moderne Ouais. qui aussi a l'usage de la nouvelle technologie, chose que n'auraient pas forcément les entraîneurs un peu plus d'une autre génération. Et on le voit notamment parce que quand il fait ses séances vidéo et qu'il y a cet écran géant qui est mis Ouais, sur le terrain il a fait un d'entraînement au écran campus géant, où en fait il dit bah regardez il y a ça maintenant on applique on fait ça tout de suite sur Et à un sur le moment, terrain. t'as son logiciel qui a bugué, Ah ça ouais. l'énerve, Ah mais oui, c'est pas quoi ça c'est la Ouais. merde. Ouais, Et ils vraiment, appellent tu la sens que le maintenance et gars, tout. il a l'aspect terrain, on Ouais. voit sur le terrain en survette, avec ses joueurs, et dans son bureau, où là c'est ultra moderne, le campus PSG, et c'est un vrai geek, c'est un Et la informaticien. valeur travail, elle est très très forte tout le long en fait. Ah bah oui parce que Et du enfin, coup, tu te dis avec l'exigence qu'il a, oui, par contre, je pense qu'il va épuiser des joueurs. Moi, c'était un peu ma conclusion en disant, il y en a, je pense faut qu'ils tenir doivent, le rythme. hein. pardon, Ah ouais. claquer des fesses parce que je pense qu'il est impressionnant, il est exigeant et que Il du est coup, hyper il, actif le gars. il est, oui, et que Ouais, comment tu veux exigeant, suivre bien sûr. Ouais, Comment mais tu je veux pense le que, en vrai, je pense que à quand l'entraînement, t'es c'est sur les exercices, ça va dire oh Ouais. pitié. Ouais, il mais est encore- en vrai de vrai, je pense que quand t'es joueur de termine, foot vas-y. professionnel, quand t'es un entraîneur exigeant, alors tu peux avoir vraiment le sentiment qu'il te demande quelque chose qui va à l'encontre de ta nature et là ça te gonfle, etc. Mais quand t'es un entraîneur exigeant, tu peux toujours bénéficier de cette Ah exigence-là. mais ça te sert. Et je pense que les mecs ils le savent. C'est-à-dire qu'en fait, Luis Enrique il va aller les chercher, il va aller les faire chier, Ouais. il va leur dire mais bouge, mais si, mais ça, Ah va ouais. défendre machin. La cause avec Mbappé, elle est bien, hein. hyper éloquente là-dessus. Mais les mecs, ils savent, je pense qu'ils savent que s'ils appliquent ces conseils-là, ils vont devenir meilleurs. Et je pense que tu vois, par exemple, un garçon comme Bradley Barcola, il est aujourd'hui meilleur grâce aussi à Luis Enrique. Et pour illustrer le travail, et on terminera là-dessus, moi ce qui m'a bluffé, enfin je le savais, hein, mais il rentre de Newcastle dans la nuit, il s'est pris Oui. 4-1. Tu sais, tu rentres, hein, Ouais. il est 3h du matin, t'as qu'une seule en plus lui il habite au campus encore à ce Ouais. moment-là, t'as qu'une seule envie, c'est d'aller te coucher et puis vas-y demain matin, tu sais quoi, on se remet dedans et puis on repart. Non, 3h du matin, il arrive, il prend ses amendes, Ouais. il se pose devant sa télé et play. Allez hop, Ouais. et on regarde le match comme ça. Ah, mais il est pour possédé, essayer il est pour essayer possédé de par faire par le football. C'est un passionné. Alors à ce niveau-là, qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on le critique, son caractère, son comportement, ok. Mais en termes footballistiques, il est possédé. Ouais, ouais. Le Exactement football, ça. c'est sa vie à 100 000%. Vous ne pouvez pas comprendre, voilà. Paradoxalement, moi je trouve qu'on le comprend mieux. Alors que donc voilà, c'est le documentaire sur Luis Enrique. On va te remercier Pierre. Merci d'avoir été Merci avec à nous. vous. Tu ne participes C'était pas au dernier passionnant. débat sur Randall Colomwani parce que Quel tu as dommage. des petites obligations. Merci à toi et puis t'es de retour quand tu veux. Voilà. Quand vous voulez. À la prochaine. Bonne Nous, route. nous, on va parler de Randall Colomwani avec Émilie et Alex pour terminer cette émission. Randall Colomwani qui s'est exprimé hier au micro de Téléfoot sur TF1. On lui a demandé s'il comptait peut-être partir au mercato d'hiver. Écoutez-le. Non, pour moi, j'ai jamais essayé de penser à ça. Pour moi, c'est toujours de continuer de travailler, continuer de montrer ce que je sais faire et donner le maximum de moi-même. Continuer à travailler, rien lâcher. Hein. Rien lâcher toujours. Exactement, il faut rien lâcher. Vous le répétez souvent ce mot. Ouais, c'est très très important. Parce que si tu lâches, c'est fini, tu coules.
Ouais, c'est fini, tu coules si tu lâches. Alors juste, vous nous avez entendu dire au revoir à Pierre. Voilà. Les micros, ils étaient ouverts. Heureusement, on n'a pas dit de dinguerie. Les aléas du direct. Randal Kolo Muani qui se voit pas du tout partir donc du Paris Saint-Germain cet hiver, qui dit qu'il veut pas lâcher, s'il lâche il coule, etc. On l'a entendu. Je vous donne juste, parce que c'était marrant. Hier, il a joué 90 minutes face à l'Italie et il y a la Repubblica qui a mis sa note, qui lui a mis 5,5 et l'appréciation à côté, c'est le PSG doit avoir vu quelque chose en lui pour le payer 100 millions d'euros. Oui, ok, mais quoi? Voilà. Le Makossa pour dire mais quoi, il est assez violent. Est-ce que c'est réaliste de sa part de dire qu'il n'envisage pas du tout un départ du Paris Saint-Germain? Est-ce que c'est une communication pour vous qui est forcée, qui veut dire forcément que voilà, il est obligé de dire un truc comme ça? Ou non, vous le voyez y croire pour s'imposer au PSG? Une chose est sûre, j'aimerais pas être dans ses crampons. Parce que ni dans ses crampons, ni dans sa tête. Je pense que des deux côtés, ça ne doit pas aller. Attention, c'est mon avis, hein. Mes déductions, pour le coup... tout ce que je dis n'est absolument pas sourcé. Non, juste avec ce que je vois. C'est l'interprétation. Je me dis... En bleu, il perfecte pas. Au club, c'est de plus en plus compliqué et je pense qu'il a compris que le coach ne comptait plus sur lui. Moi, j'espère pour lui qu'il parte, mais vraiment pour lui, dans son intérêt. Je parle pas du club, hein, dans son intérêt pour qu'il aille se refaire la cerise en fait. Je pense qu'il a besoin de regagner en confiance et là, je ne vois pas comment il pourrait regagner en confiance en l'état des choses au Paris Saint-Germain. Je le vois pas. Il a eu le temps et les occasions pour essayer de resurprendre ou de remettre la machine en route. Je pense qu'il ne les a pas saisis, ou en tout cas il n'a pas réussi. Donc je pense que malheureusement l'herbe sera plus verte ailleurs. Alors juste sur l'aspect importance dans l'effectif, je ne sais pas s'il essaye de s'auto-rassurer hier, mais il dit, Luis Enrique a dit depuis le début de la saison qu'il était content de son effectif, j'en fais partie. Donc j'imagine que il a aussi comparé de machines à laver. Hein. Tu vois, quand il disait on te vend ici des machines à laver à 400 €, alors qu'elles en valent 40 ou je sais plus quoi. Mais donc il disait que là-dessus, comme il faisait partie intégrante de l'effectif, qu'il avait, il a un peu moins de temps de jeu, mais il peut en avoir de temps en temps. Il est rentré en Ligue des Champions par exemple contre Atlético sur la Ligue des Champions. Voilà, il fait partie de ce groupe-là, donc il a l'impression de satisfaire son coach. On y croit ou pas? En fait, je pense que, moi, ça me ramène à une des premières phrases qu'avait dit Luis Enrique au Paris Saint-Germain. C'était, n'écoutez pas ce que je dis, regardez ce que je fais, quoi. En gros, mes actes parleront pour moi. Et force est de constater que Randal Kolo Muani, il a pas suffisamment de temps de jeu. Alors je sais pas combien de minutes de jeu il a eu cette saison, si tu peux. Je vais te regarder ça. Romain, mais ce que je peux déjà te dire, c'est qu'il a marqué plus de buts avec l'équipe de France qu'avec le PSG depuis le début de la saison. Donc ça c'est aussi révélateur. Il a pas marqué avec le PSG depuis Lille, je crois c'était Lille en août. En août, donc c'est quand même beaucoup. Après voilà, il a pas eu beaucoup de temps de jeu et puis surtout le rare temps de jeu qu'il a eu, il a pas prouvé qu'il avait. Moi en fait ce qui me chagrine et ce qui m'inquiète un peu avec Randal Kolo Muani, c'est que qu'il soit pas formaté en l'état qu'il était l'année dernière pour être un joueur à la Luis Enrique. Je peux tout à fait l'entendre. À partir de quel moment on considère que il n'arrive pas à progresser, dans la mesure où en fait ça fait 1 an et demi qu'il est au Paris Saint-Germain et que il s'entraîne tous les jours avec Luis Enrique, que Luis Enrique répète tous les jours les consignes qu'il attend de la part de son numéro 9 et que en fait lui ne parvient pas soit à se faire violence, soit à s'adapter pour en fait rentrer dans ce moule-là. En fait, c'est-à-dire que t'as aussi le plafond de verre. Après, moi, le plafond de verre, j'y crois qu'à moitié. C'est-à-dire que moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il n'y a pas foncièrement de mauvais joueurs, il y a surtout des mauvais contextes. C'est-à-dire que quand on voit par exemple un Hugo Ekitike qui s'éclate à Francfort depuis qu'il est là-bas, qui a repris une assurance technique, qui est capable d'enchaîner des dribbles, d'effacer des joueurs et tout. Randal Kolo Muani, quand il jouait là-bas, c'était pareil. C'était le même type de joueur. Qu'est-ce que moi la question que je me pose foncièrement, c'est qu'est-ce qui l'empêche de retrouver ce niveau-là? Qu'est-ce qui l'empêche psychologiquement ou physiquement de retrouver ce niveau-là, de retrouver cette assurance-là? Est-ce que c'est une question de marquer des buts? Est-ce que c'est une question d'entraîneur? Est-ce que c'est une question d'environnement? Est-ce que c'est une question d'autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose qui le pèse?
C'est des réponses qu'on n'aura pas parce qu'on n'est pas dans sa tête, mais moi voilà, le truc qui me chagrine le plus, c'est qu'effectivement moi je vois pas d'évolution, je vois pas de progression. Et en plus, comme je trouve que c'est un joueur qui a pas d'émotion, en tout cas, c'est pas. Il est pas du très coup, démonstratif. Il est pas expressif. Oui, exactement. Comme il n'est pas expressif, tu peux pas le lire et tu peux même pas te dire. Là, on pourrait dire non, mais ça se voit, il est complètement désabusé, il en peut plus, ça l'agace quand il rate quelque chose. Là, non. En fait, exactement. Et je pense que justement, ce côté assez plat. Ça l'aide pas et ça le dessert parce que tu diras pas qu'il est laxiste, mais t'as l'impression qu'il peut jouer comme ça pendant 2 ans en fait. Et moi c'est ça qui m'inquiète pour lui. Il est peut-être. Enfin après voilà, quand on parlait tout à l'heure de la méthode Luis Enrique, peut-être qu'il est un petit peu nonchalant par rapport à ce que Luis Enrique demande de ses joueurs. Moi voilà, quand il a été titularisé ou quand il est. Alors après. Je me rappelle, il y avait une conférence de presse où on lui posait la question de savoir si Kolo Muani allait avoir sa chance, notamment dans les matchs de Ligue 1 avant la Ligue des Champions, pas forcément le titulaire contre l'Atlético. Et Luis Enrique disait qu'il n'y avait pas que les performances en match, il y avait aussi l'entraînement. Et il répond ça, alors il nomme pas Kolo Muani sur l'entraînement, mais il répond l'entraînement quand on lui pose une question sur Kolo Muani. Donc bon, c'est un peu, on a fait un peu le lien aussi. Juste, tu posais la question des temps de jeu. Il est 16e temps de jeu de l'effectif, Randal Kolo Muani. C'est plus qu'un second couteau, ça. 416 minutes en 12 matchs. Derrière lui, il y a Safonov, qui a 360 minutes. Il y a Skriniar, qui a moins. Il y a Mayoulou, Zagué, Ibrahim Baye et bien sûr Gonzalo Ramos. Tu te rends compte les joueurs que tu cites derrière lui, qui sont vraiment les Désiré joueurs... Doué a plus de temps de jeu que Randal Kolo Muani. Franchement, Safonov, Skriniar et après Mayoulou, Zagué, etc., c'est le fond du panier, quoi. C'est-à-dire que c'est... Mayoulou parce qu'il est très jeune, Zach parce qu'il est très jeune, etc. Safonov, c'est comme le gardien remplaçant. Et Skriniar, il est... Il paye aussi le prix de son transfert. Hein. Parce que je pense que s'il avait, tu vois, non mais si ça avait ça pas c'est été dans les cette critiques somme-là, peut-être, mais est-ce que dans l'effectif aussi on le répète et peut-être que du coup par rapport au prix du transfert, on en attend énormément. Sauf que la copie était déjà à la base peut-être pas celle qu'on attendait, quoi. Ça, tu vois, je pense que c'est un argument qui tient bien une saison. Et en fait, à la deuxième saison, il faut que tu commences quand même à voir des signes de. Je suis d'accord avec toi. En fait, le prix du transfert. Je dis juste que ce qu'on entend et ce qu'on répète à chaque fois. Ah, ça, vous voyez vraiment un mec à 90. Le truc, c'est qu'il pourra pas porter le poids du prix de son transfert toute sa carrière. Exactement, en fait. À un moment donné, si tu t'aspires à être un grand joueur aussi, il faut que tu puisses avoir les performances, peu importe ton prix, peu importe ce que ça a coûté. Il y a des mecs, Neymar, il a quand même coûté 222 millions d'euros, il a pété le record et pourtant, il a eu des performances. Bon, c'est Neymar, hein, mais le prix du transfert, c'est un chiffre. Après, derrière, il faut justement que tu aies l'attitude d'un mec qui coûte ce prix-là, quoi. Et là, pour l'instant, moi, je retrouve pas ce truc-là. Bon, du coup. Vous le vendez cet hiver, vous ou pas ? À combien vous le vendez ? Oui. À combien vous le vendez ? On propose 40 millions là, pour Kolo Muani, vous dites oui ? Bah oui. 40 millions, tu fais moins 50%. C'est pour ça, je pose la question. Black Friday, ouais. 40 millions, sachant que bon, les perspectives, tu avais raison de parler de Hugo Ekitike. Les perspectives, c'est aussi que tu peux vendre à des clubs. Regardez, en fait, c'est le contexte qui fait que ça marche pas à Paris, mais le joueur, le joueur en soi, le joueur est toujours bon. Regardez Ekitike, ça marche bien. Donc, mais oui, 40 millions, t'es à diviser par un peu plus de 2 puisque tu t'as payé 90. Mais est-ce que si on va pas partir à ce tarif-là, si on t'achète Kolo Muani à 40 millions, est-ce que tu étais en mesure de dire moi, en fait, je réfléchirais pas comme ça. Pour moi, le seul cas de figure dans lequel alors moi je serais un peu embêté de le vendre parce que moi je crois toujours un peu en lui. Je suis peut-être un peu naïf, mais voilà. Aussi. Ça me fait du bien ce que tu dis. Elle est bien cette émission. Le tour de table est vraiment bon. On le dit à chaque fois. Bravo. Moi le seul cas de figure dans lequel j'accepterais de le vendre, c'est si tu as une arrivée d'un joueur qui correspond au logiciel Luis Enrique et que du coup en fait tu sais ce que tu récupères derrière. C'est-à-dire que le laisser partir pour que lui puisse se développer, se refaire la cerise comme tu disais Émilie, moi je suis tout à fait pour. Hein. Moi j'ai envie que les joueurs soient heureux. Hein. Après tout, voilà, je suis pas sadique. Mais derrière, moi je veux quand même cette concurrence au poste de numéro 9. Je veux quand même un joueur qui est capable de pouvoir apporter du nombre. Le PSG est pas hyper. Il n'y a pas une surpopulation en attaque, on va dire. Et je pense que c'est important d'avoir quand même quelqu'un. Que ce soit, je sais pas quelle piste il peut y avoir. Tout le monde veut Gyökeres comme si ça allait régler tous les problèmes du Paris Saint-Germain. Moi, je suis pas forcément sûr et certain. Je préférerais un mec. Gyökeres, je regarde les matchs du Sporting. Si on reproche à Kolo Muani de pas être bon dans le jeu,
Gyökeres est extraordinaire dans la surface de réparation et dans la manière dont il arrive à transformer ses occasions. Et encore que j'ai l'impression qu'il est un petit peu en sur-régime, mais bon, c'est que mon avis. Hein. Mais dans l'affinité avec ses partenaires, déjà au Sporting, c'est pas fou. Hein. J'ai vu un montage de son match contre City où il marque un triplé. Ballon au pied, il est en Timberland, le mec en permanence. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Non, mais c'est son style. Il n'y a pas un contrôle, il n'y a pas une passe qui rentre. Enfin, bon, après, c'est voulu. C'est pas quelque chose. Un pur finisseur. Il le subit pas. C'est quelque chose. C'est son jeu. C'est comme ça. Tu mets Luis Enrique avec ce type-là, il devient fou en 24 heures, quoi. Donc non, c'est pas la solution. Mais enfin bref, moi j'ai encore de l'espoir pour Kolo-Muani. Je pense que la seule façon de le vendre pour moi, c'est si tu recrutes derrière un mec qui est vraiment adapté à Enrique. Je sais pas qui. J'ai vu beaucoup de gens parler, que ce soit des mecs comme Nkunku ou Joshua beaucoup de gens, c'est moi parce que j'ai fait ma chronique là-dessus ce matin. Et bravo, voilà. Oh là là, tu es beaucoup de gens. Voilà. Tu es notre panel. Voilà, c'est moi. Mais voilà, voilà, c'est le seul truc qui moi me. Si tu fais une synthèse, Émilie, pour toi, pour lui, pour le PSG, est-ce que tu le vends cet hiver? T'as pas dit pour moi. Si, j'ai dit pour toi. Je commençais par ça. Pour moi. C'est vrai qu'il a commencé par ça. Ah bon, c'est vrai. Je l'écoute pas tout le temps, il serait tout. Non, pour lui, je pense qu'il faudrait le vendre pour qu'il aille mieux. Mais pareil, c'est mon ressenti, puisqu'en fait, le mec va très bien et qu'il s'en bat les steaks de tout ce qui se passe. Mais pour moi, j'aimerais qu'on le conserve et qu'il se passe quelque chose. Parce que sinon, la fin, elle va être tragique. J'aimerais que ça réussisse à Paris. Ouais, mais sinon, vraiment, parce que ça va s'étioler et ça va être de pire en pire. Et il faut savoir aussi partir au bon moment. Bon, on espère que ça se fera. Moi, franchement, si Kolo-Muani il arrive à réussir au PSG, c'est top. Hein. Franchement, c'est trop bien. C'est trop bien. Merci. Il est temps de siffler la fin de la récréation. Voilà, c'est la fin de 100% PSG, la tribune. Merci à Émilie Ross, merci à Alexandra Fallon, on remercie encore Pierre Rondeau qui a dû partir un petit peu plus tôt. Merci à vous qui êtes avec nous, que ce soit sur YouTube ou sur les podcasts. On a énormément d'écoute et on est très heureux. Merci pour tous vos petits messages, notamment sur YouTube dans les commentaires. Il y a pas mal de messages, on les lit tous, donc merci à vous. C'est très très cool, on est très contents. N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus, ça permettra. En fait, plus vous mettez de pouces bleus, plus la vidéo sera proposée à des gens qui aiment bien le PSG et donc qui vont se voir proposer des vidéos sur le PSG, comme nous par exemple. Donc voilà, je vais vous remercier tout le monde et puis on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Juste avant, bien sûr, les rendez-vous 100% PSG. On a 100% PSG le mag avec Pierre Clément. 100% PSG l'actu, c'est tous les jours, c'est à 18h15 sur France Bleu Paris. 100% PSG le billet, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un petit mec qui passe à 8h40. Voilà, les capsules sont très agréables sur les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas du matin, vous inquiétez pas, elles tournent pendant la journée. Voilà, et c'est dispo en podcast également. Et puis bien sûr, il y a cette rencontre vendredi face à Toulouse, prise d'antenne à partir de 20h30 pour un coup d'envoi, je crois, à 21h pour ce match face à Toulouse avant la Ligue des Champions, parce que la semaine prochaine c'est Ligue des Champions. Allez, il est temps de refermer cette émission.